Nous avons le plaisir de rencontrer ici à Malgata Jian Zaki, qui a été nommé le 12 janvier dernier au Parlement égyptien sur la liste des 28 par le président El-Sisi. Bonjour. En fait, je vais peut-être au début vous dire c'est quoi la liste des 28. C'est en fait c'est le quota du président de la République. Donc, il a le droit, comme partout dans les parlements du monde, de nommer des personnalités pour s'occuper des dossiers bien précis au sein du Parlement. Et donc, j'ai eu cette chance et cet honneur. En fait, je peux dire aussi cet grand honneur d'être nommée sur la liste des 28 et pour le dossier de la culture et de l'archéologie. Et aussitôt, donc la première semaine, j'ai rejoint la commission communication, culture et archéologie. Et voilà, depuis donc, on est en train de suivre les gros dossiers dans ce domaine. Votre parcours est exceptionnel, de belles et longues années d'une carrière riche et diversifiée, avec des engagements forts, l'UNESCO bien sûr, puis vous avez été la première femme à diriger l'Académie des Beaux-Arts à Rome. Et avant tout, des études et une expérience égyptologique plus que solide. C'est vrai que bon, les années étaient longues et pas faciles, donc comme vous pouvez l'imaginer. Mais laissez-moi vous dire que je dois ça à j'ai eu deux gros tournants dans ma vie. Le premier, c'était mon éducation scolaire que je dois à mes parents. Moi, je suis née dans une famille héliopolitaine, donc on habitait Héliopolis, et donc la grande école catholique de notre quartier, c'était les Sacré-Cœur. Et donc mon père a eu cette magnifique idée de nous mettre avec ma sœur dans le cadre de cette éducation que j'ai rejoint à l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. Donc, je pense que ça veut tout dire. Donc, la formation, la diversité culturelle, beaucoup de choses. C'était des écoles de filles, mais mixtes en culture. Donc, il y avait aussi bien des musulmanes que des coptes, que des maronites, parce qu'à l'époque, dans les années 70, il y avait la guerre du Liban. Donc, il y a pas mal de jeunes filles qui sont venues pour rejoindre la scolarité en Égypte. Voilà, donc tout ça a permis quand même à me préparer à cette ouverture d'esprit et d'éducation et être ouvert vers l'autre et connaître l'autre surtout. Et donc, dans le cadre de mon éducation première, voilà, on était au courant des festivités, des fêtes religieuses, des traditions. En fait, tout le monde connaissait tout le monde et on était bien à l'aise tous ensemble dans des classes entre 25 et 30 élèves. Et donc, on a grandi comme ça. Donc ça, c'était le premier, je dirais, le premier pilier fondateur de ma personne. Ensuite, la deuxième était mon passage de la Méditerranée. Et donc, je suis partie à l'âge de 25 ans en France pour faire mes études doctorales en tant que boursière du gouvernement égyptien. Et je suis partie donc rejoindre l'université de Lyon pour faire mon doctorat. Et là, j'ai fait donc une grande rencontre qui est celle du professeur Jean-Claude Goyon, qui était le directeur de ma thèse et qui m'a formée et qui m'a transmis cette passion énorme qui m'habite depuis de l'égyptologie et précisément de l'époque ptolémaïque, en fait après la conquête d'Alexandre. Et donc là, c'est quand même une période très importante parce que on est entre l'Orient et l'Occident. Et le bassin méditerranéen avait tout à fait un autre sens. Et j'ai appris énormément et ça, voilà, c'est un autre pan ça a sculpté ma vision des choses et j'ai commencé à interpréter l'histoire de mon pays sous d'autres angles et vraiment je lui dois en personne énormément mais je dois aussi à ce passage qui a duré 4 ans énormément dans ma façon de faire et tout ce que vous appelez par la suite carrière exceptionnelle, c'est aussi grâce à la connaissance de l'autre et à la diversité culturelle que j'ai pu l'acquérir avec les années. Donc arrive après en fait mes fonctions administratives au sein du Conseil suprême des Antiquités.
je me suis occupée de l'international et en même temps, j'étais passionnée aussi par l'archéologie pure et dure et par le terrain. Et c'est là où j'ai rencontré Christian Leblanc, donc qui est un homme qui compte beaucoup dans ma formation de terrain. C'est lui qui m'a ouvert les portes pour une très belle expérience. C'est la raison d'ailleurs pourquoi je suis ici aujourd'hui. Il m'a accompagné, il accompagnait mes premiers pas au Ramesséum, où je me suis trouvée avec Madame Nelson, avec toute l'équipe de l'époque. En fait, c'était en 2004. J'ai commencé à comprendre ce que c'était un travail de terrain, un travail de l'archéologie, du début jusqu'à la fin, des magasins, à la gestion des ouvriers, l'appel aux ouvriers du matin, la paye des ouvriers, la gestion comment étant français, on peut gérer des ouvriers égyptiens, comment pouvoir réaliser cet équilibre merveilleux qu'il fait. En fait, j'ai énormément d'admiration pour la personne de Christian Leblanc, parce que c'est une des figures françaises, ou je pourrais même dire franco-égyptienne, puisqu'il est là depuis presque 50 ans, et qui a mené une entreprise, je dirais même pas un chantier, c'est une entreprise énorme, avec amour, avec enthousiasme, avec passion, avec patience, avec une immersion totale dans la vie thébaine. Hier, il m'a accompagné pour présenter les condoléances au fils d'un de ses collaborateurs. Et c'est vrai que j'étais, moi, égyptienne, qui l'accompagnait, en fait, qui était avec lui. L'attention était accordée à lui. En tant qu'Égyptien, il faisait les salutations, il a pris le café, il était vraiment dans le bain parfaitement. Et c'est tellement beau de voir ça, quand on voit un peu autour de nous cette montée je veux pas dire de racisme, mais de méconnaissance de l'autre. Moi, je préfère ce terme quand même, la méconnaissance de l'autre. Et quand on voit un exemple qui devient une référence des relations humaines comme Christian Leblanc, c'est vrai qu'on ne peut qu'avoir qu'un modèle et une référence dans ce sens. Donc, pour m'arrêter à votre question sur l'UNESCO, donc moi j'étais responsable des organisations internationales, donc un dossier très important au Conseil suprême des Antiquités. J'ai commencé en 2005 à travailler avec le grand professeur Ali Radouane, qui était un très grand professeur et qui savait très bien comment transmettre le message égyptien dans un contexte international. Je me souviendrai toujours de ses interventions au Centre du patrimoine mondial, dans les grandes messes du patrimoine mondial, que ce soit au Québec, à Brasilia, partout où on allait. C'est vrai que c'était un homme respecté non seulement par le secrétariat du Centre du patrimoine mondial, mais également par tous les pays arabes qui sentaient cette fierté quand il prenait le micro pour défendre le patrimoine égyptien, les patrimoines arabes. Je pense que je me souviendrai aussi en 2010 à Paris, il a défendu le site de Méroé qui était par la suite inscrit sur la liste du patrimoine mondial et que tout le monde était ému parce que c'est un site quand même de très grande importance, non seulement dans les pays arabes mais sur un plan africain. Et c'était une grande prouesse de Ali Radouane de faire cette intervention et d'aboutir à l'inscription de Méroé sur la liste du patrimoine mondial. Et donc mon passage UNESCO, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai travaillé aussi bien avec l'ICROM à Rome, avec d'autres institutions internationales, et j'ai appris c'est un exercice, c'est une gymnastique. Donc je me suis entraînée à travers ces organisations, mais je m'étais toujours placée dans l'endroit où c'est les gouvernements, en fait, les États membres. Ensuite, en 2011, donc il y a eu la révolution. Et j'ai quitté le travail gouvernemental pour un an, où j'ai rejoint le bureau de l'UNESCO, le bureau régional, qui s'occupe de la Libye, du Soudan et de l'Égypte. Et là, c'était une autre expérience où j'ai appris la vision sous un autre angle.
Donc c'est pas l'État membre, mais c'est l'organisation elle-même, comment elle voit, comment on doit faire avec l'organisation internationale, quel est le dialogue idéal pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et se comprendre et aboutir à un dossier réussi. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite arrive Rome. Alors en 2012, il y avait un concours qui était d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire de cette très belle institution très prestigieuse qui avait presque 100 ans d'existence. Je me suis présentée et voilà, je me suis présentée un peu par curiosité aussi parce que j'avais déjà géré le Fonds nubien. C'est une institution égyptologique culturelle. Mais j'avais jamais géré une institution artistique. Mais je me suis dit, bon, je voulais quand même me lancer dans un nouveau défi. Et bon, par chance, j'ai été acceptée et j'ai fait mes bagages et je suis partie à Rome pour une nouvelle expérience, un nouveau défi, un nouveau passage dans ma carrière. Donc c'était une année très difficile pour l'Égypte puisque c'était en 2012. Donc l'année où il y avait le radicalisme religieux à la tête du pays, très difficile aussi, j'imagine, pour une femme, avec ma façon d'être peut-être. Mais voilà, donc je l'ai traversé et j'ai pu faire un mandat ultra long puisque au lieu de rester 3 ans, je suis restée 7 ans. Et c'est là aussi j'ai appris de très bonnes leçons de diplomatie culturelle, puisque j'ai commencé par une période politiquement perturbée. Ensuite, j'ai traversé une période de transition politique pour l'Égypte. Ensuite, une nouvelle page dans l'histoire de l'Égypte avec une nouvelle présidence. Qui a tout de suite s'est trouvé confronté avec le terrorisme, des incidents un peu partout en Égypte. Et puis un gros incident politique diplomatique avec l'Italie qu'on a dû gérer d'une façon culturelle différente. Je veux pas dire innovative, mais différente, et qui a eu beaucoup une approche culturelle, une approche humaine, je pense, dont on a beaucoup besoin dans les temps actuels. Et c'est là où j'ai réalisé l'importance de ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. C'est quand même un point très important et qui lie tout ce que je vous ai dit jusque-là, depuis mon école primaire jusqu'à avoir fini Rome avec un grand succès du dialogue culturel. Et ensuite, je me suis arrêtée là. Je voulais un peu me reposer de ce long parcours, comme vous l'aviez gentiment qualifié au début. C'était vraiment des années longues et difficiles, avec des défis inédits pour la plupart du temps. Et puis j'ai dit là je reviens à la recherche. Et donc j'ai eu beaucoup de chance de rejoindre l'équipe de Pierre Tallet à Paris. Et voilà, j'ai continué ma recherche sur le premier nome de Haute-Égypte, sur Assouan, Éléphantine, le Dodécachène, cette partie géographique qui fait l'interface de l'Égypte et l'Afrique, mais qui en même temps est liée à l'Europe depuis la conquête d'Alexandre, depuis l'époque ptolémaïque, qui est ma spécialité. Et voilà, donc je profite, je suis partie avec Monsieur Tallet également à Wadi Djarf, où j'ai découvert encore une autre vie, un autre pan de l'histoire de l'Égypte. Et voilà, donc je peux dire que je suis quand même une femme comblée. En fait, la coopération internationale, pour moi, s'avère fondamentale. Non seulement pour l'Égypte, mais pour chaque pays. En fait, il faut travailler avec l'autre, il faut partager. Et c'est pas seulement sur un plan professionnel. Je pense que le rapprochement entre les peuples est très, très important. Très important. Dans un monde dans lequel on vit, où tous les gens, sont plus sur leur tablette ou leur téléphone, et on vit dans un monde d'individualisme quand même. Maintenant, c'est un peu le cadre général. Donc, il faut faire un travail de fond sur les populations. Quant au côté, à l'aspect professionnel, donc c'est le sujet de votre question.
effectivement, et je vais tout de suite, quand vous me parlez de coopération internationale, ça me revient la très belle opération entre l'Égypte, le Soudan et l'UNESCO dans les années 60 pour le sauvetage des temples nubiens. Donc là, il ne s'agissait pas d'un patrimoine égyptien ou soudanais, mais on parlait d'un patrimoine mondial qui appartenait à tous les peuples, toute l'humanité. Cette notion qui a été semée, qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, après la création de l'UNESCO en 1946, a été portée par des hommes ouverts. Si on est à Malgata, donc il faut parler de Madame Christiane Desroches-Noblecourt, il faut parler de ce magnifique ministre de la Culture égyptien Sarwat Oukasha, qui était un homme formidable. Et bon, il a fait un passage par la France, il a fait un passage par l'Italie, et puis il a été le premier ministre de la Culture en 1958, quand on a créé un portefeuille pour la culture. Et c'est lui qui a su comment, entre guillemets, attirer le politique pour qu'il le suive et pour qu'il se mette en ligne en phase avec l'UNESCO, encore naissant, et essayant de trouver aussi la raison d'être, une grande opération pour montrer ses capacités. Et sa rencontre avec André Malraux, tout le développement de ces grands hommes qu'ils ont fait sur 10 années est quand même extraordinaire. C'est une référence mondiale de la coopération scientifique pour sauver un patrimoine culturel. Donc c'est très simple, ils sont allés même dans les écoles au fin fond de la France, par exemple. Christian Leblanc racontait il a été très fier de mettre des pièces dans la tirelire pour le sauvetage des temples d'Abou Simbel. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est vraiment une opération qui est non seulement porteuse de principes, de valeurs, mais aussi qui laisse vibrer un gamin de 6 ans dans un coin de la France sur un patrimoine culturel qui est en Nubie, qui est quand même à 10 000 kilomètres de lui. Mais voilà, donc vous êtes en train de semer la valeur patrimoniale qui est justement souffrante nos jours, pas seulement par les gens à l'extérieur des frontières, mais aussi à l'intérieur. Donc les gens commencent à perdre la valeur et l'importance du patrimoine culturel. Et ça, je trouve ça dangereux, parce que le patrimoine n'est pas seulement un monument, mais c'est toute une histoire. Et pour répondre à votre question sur l'histoire de l'Égypte, c'est vraiment une histoire longue, une histoire maîtresse et initiatrice de beaucoup de valeurs et de leçons récurrentes. Donc il suffit juste parfois de regarder derrière pour comprendre comment les choses se développent. C'est une histoire qui a toujours été ouverte sur l'autre. On a bien vu les traités de paix signés au temps de Ramsès II, on a bien vu l'ouverture sur la Méditerranée. On a bien vu aussi que l'Afrique était très importante pour la politique égyptienne. C'est toujours une ouverture et une représentation, qu'elle soit murale ou même dans les traditions des gens. Ça me vient à la tête même de voir dans la Batonne, dans l'île de Biguet, les offrandes. Donc il y a des moments où c'était effectué avec de l'eau et parfois avec du lait, qui était une offrande, ou une tradition nubienne plutôt, les offrandes avec le lait. Et donc les traditions se mêlaient, et l'Égypte était un pays, on dirait un réceptacle, donc qui avait cette capacité d'absorber les traditions étrangères et de faire que chacun vive sur la terre d'Égypte avec ce réconfort ou ce côté je suis chez moi. Et ça a toujours été le cas depuis le temps des pharaons, même les tribus étrangères, que ce soit dans le Delta, dans le Saïd, en Nubie, ça a toujours été le cas. Et on le voit, on le sent, quand on décrypte un papyrus, on le ressent. Il y a beaucoup de représentations, et donc cette ouverture vers l'autre a toujours existé. On a évolué, on a vu beaucoup aussi de mariages mixtes dans l'Égypte du XXe siècle et même avant. On a eu les Mamelouks, c'est quand même une grande époque, belle architecture, beaucoup de mariages de culture.
et toujours ces monuments existent toujours au Caire. La rue El Mouez, par exemple, ça me vient aussi. Donc la plus longue rue avec une concentration de traces d'une époque magnifique, donc les dynasties de la période arabo-musulmane. Et puis bon, il suffit juste d'aller à 10 minutes plus loin pour trouver le Caire copte avec des décorations sublimes dans les églises. Il y a la synagogue qui a été restaurée récemment à Alexandrie par une volonté politique égyptienne. Donc c'est quand même formidable. C'est une terre d'accueil et c'est la diversité culturelle est quand même un point fort de cette histoire. Est-ce que vous pensez, Jeanne, que le fait d'être une femme a été un obstacle ou bien au contraire un atout pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, tout en conciliant une vie de famille très réussie? Ah, quelle question! Alors, je serais pas juste si je vous dis que être femme m'a facilité ma carrière. Non, je peux pas dire ça. Et je ne peux pas non plus vous dire que c'est un obstacle. Non, obstacle, c'est un gros mot. Je pense pas que je puisse l'utiliser. Mais il est vrai que ce que les sociétés, surtout les sociétés arabo-musulmanes, demandent d'une femme, et surtout la famille, ensuite la carrière. J'ai eu la chance, comme j'ai dit au tout début, d'être née dans un contexte familial et social qui m'a facilité la tâche. Puisque je pouvais travailler, donc j'étais nommée assistante, j'avais 20 ans. La même année, je me suis mariée, j'ai fait ma première fille à 21 ans. Et donc, j'ai commencé très tôt à mener ce combat d'ajustement ou d'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il est vrai que c'était pas facile, mais il y a des phases. Donc, je peux dire qu'il y a des phases dans la vie où c'était plus compliqué que d'autres. Par exemple, ma phase lyonnaise était très très difficile, très dure, parce que j'étais jeune à l'époque. Je suis partie à l'âge de 25 ans. Ou peut-être 26, je m'en rappelle plus exactement, mais j'avais mes 2 filles avec moi. Et donc c'était un peu compliqué parce que j'étais complètement déracinée, même si j'ai grandi dans un milieu francophone, mais ce n'est pas la vraie France. Donc traverser la Méditerranée dans le cadre doctoral comme était mon cas, avec 2 filles de 4 ans et 6 ans, c'était un énorme défi. Donc là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas de famille. Je me suis trouvée dans un petit appartement au centre-ville de Lyon, à côté de l'université. Et puis pour suivre les cours d'égyptologie, les enfants allaient à l'école à l'époque, donc ils étaient en maternelle et en petite école. C'était difficile. J'avoue que c'était un passage très lourd dans ma vie. Mais voilà, donc qui m'a enrichi sur un plan humain et qui a forgé ma personnalité pour confronter voilà, un milieu social nouveau, de nouvelles traditions, parce qu'attention, grandir dans un pays francophone est très différent de vivre en France sur une terre française dans un système purement français. Donc il y a quand même une adaptation, un effort qu'on doit faire pour aller vers ce monde. Donc moi je l'ai fait avec mes enfants et à travers mes enfants qui étaient à l'école. Donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris un nouveau vocabulaire, une nouvelle vie, un nouveau monde qui s'est ouvert et puis c'est vrai qu'à la sortie je me suis sentie beaucoup plus solide sur un plan même psychologique. Ensuite, de réintégrer la société égyptienne, j'avais plus de courage d'affronter mes collègues, ma carrière. J'ai pu quand même avancer, je peux dire, sans avoir de problème dans ce sens. Mon passage à Rome, non, au contraire, je pense que le fait d'être la première femme directeur de l'académie, pareil sur un siècle de temps, c'est quand même quelque chose c'est une responsabilité certainement, mais en même temps, je me sentais bien, je me sentais quand même enrichie par le fait d'être une femme née au Caire avec cette relation
méditerranéenne privilégiée, d'être entre le Caire et Lyon et Rome. Donc tout ça, ça m'a aidé aussi à constituer un réseau où être femme était plutôt un privilège. Donc je peux vous dire que ça dépend des phases de la vie. Parfois c'était dur, parfois c'était un privilège. Et là, je le ressens, par exemple, avec ma nomination, dont je suis très très fière. Et voilà, entrer au Parlement sur la liste des 28, étant la première à avoir un doctorat en égyptologie, qui est quand même un domaine très spécialisé, et qui fait voilà sa grande première au Parlement, et que ce soit une femme qui le porte. Ça, pour moi, c'est quand même, voilà, c'est un beau bouquet final, quoi.